Tu investis en France depuis l'étranger, en LMNP, et tu penses être tranquille pour les 10 prochaines années. Mauvaise nouvelle, la loi de finances 2025 vient de poser une bombe fiscale sur le statut LMNP et ça va toucher particulièrement les expatriés. Comment trouver des milliards? Michel Barnier et le gouvernement viennent à l'instant de donner la réponse en rendant public le budget pour l'an prochain. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut te coûter jusqu'à 10 000 € d'impôts supplémentaires, même si tu revends ton bien exactement au même prix que tu l'as acheté. Oui, tu as bien entendu, une taxation sans plus-value réelle. Est-ce qu'on maintient un avantage fiscal comme ça? J'ai vraiment des réticences à prendre de telles mesures qui vont très loin sans qu'on ait évalué par ailleurs les impacts, notamment sur les territoires touristiques. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui change concrètement pour toi si tu es expatrié, investisseur et en location meublée. Accroche-toi parce que ce n'est pas une simple modification technique, c'est un changement de paradigme qui pourrait remettre en question toute ta stratégie d'investissement depuis l'étranger. Commençons par un panorama global des changements fiscaux qui touchent l'immobilier en 2025. Alors d'abord, ce qui ne change pas. La première chose, c'est la flat tax qui reste à 30% pour le moment, donc pas d'augmentation. Alors quand on est non-résident, ça n'a pas vraiment d'impact, même si la flat tax avait augmenté, mais c'est important de le mentionner. Deuxième point qui ne change pas, c'est l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui conserve son fonctionnement actuel. Troisième point, c'est le régime microbit pour les petits revenus locatifs qui reste stable. Maintenant, ce qui change pour tous les investisseurs. Le premier élément, c'est qu'il pourra y avoir des hausses probables de la taxe foncière dans de nombreuses communes et parfois de manière significative. Le deuxième point, c'est l'augmentation des droits de mutation. C'est ce qu'on appelle souvent les frais de notaire de 0,5 points. Ça augmente. Alors, il y a une subtilité pour l'augmentation des frais de notaire de 0,5 points. En fait, chaque département a le pouvoir de choisir si oui ou non il décide de l'augmenter. Et donc, il est probable que certains départements n'hésiteront pas à l'augmenter et au contraire que d'autres préféreront garder les frais de notaire actuels, puisqu'en fait, le terme frais de notaire est un terme essentiellement erroné puisqu'il s'agit principalement d'impôts. Maintenant, le grand bouleversement, c'est la fiscalité du LMNP. Le changement le plus radical, c'est celui-ci, c'est celui qui va faire mal et ça concerne le statut donc de loueur en meublé non professionnel. Jusqu'à présent, le statut qu'on appelle aussi LMNP était le statut préféré des investisseurs immobiliers, particulièrement des expatriés pour de bonnes raisons. Tu pouvais amortir ton bien immobilier sur une période de 20 ans et ces amortissements permettaient de neutraliser fiscalement les revenus locatifs. Donc au final, tu ne payais donc presque aucun impôt pendant de nombreuses années. Et surtout, à la revente, tu ne réintégrais pas ces amortissements dans le calcul de la plus-value. C'est ce dernier point qui change radicalement et c'est là que se trouve en fait la bombe fiscale. Un point mentionné concernant le statut de LMNP quand on est expatrié néanmoins, il faut faire attention et bien vérifier si ce statut est bénéfique dans le cadre de son pays de résidence. Je m'explique, il y a des conventions fiscales, certes qui sont là pour neutraliser la double imposition, néanmoins, malgré tout, dans certains pays de résidence, pour citer par exemple l'Angleterre, le statut du LMNP n'est pas vraiment adapté puisqu'il y aura une double taxation à cause des règles fiscales anglaises. C'était une parenthèse, mais c'est important de le mentionner et donc il faut bien le vérifier pour chaque pays de résidence. À partir de 2025, si tu revends un bien en LMNP, tu devras réintégrer tous les amortissements pratiqués dans le calcul de la plus-value imposable. Un exemple concret, tu achètes un appartement à un prix de 200 000 €, tu le mets en location loueur meublé non professionnel, tu amortis environ 6 000 € par an pendant 5 ans, ce qui nous fait 30 000 € d'amortissement cumulé. Durant ces 5 années, tu as économisé beaucoup d'impôts grâce à ces amortissements. Maintenant, d'un seul coup, tu décides de revendre ton bien au même prix d'achat, 200 000 €. Évidemment, j'espère que tu auras fait une meilleure opération que ça, parce que normalement, un bien immobilier, on doit le revendre plus cher qu'on ne l'a acheté, et surtout quand les 5 ans sont passés. Mais mettons ça de côté pour bien simplifier le calcul. Logiquement, tu penses n'avoir aucune plus-value, donc aucun impôt à payer sur la revente, n'est-ce pas? Eh bien non. Avec la nouvelle loi, ces 30 000 € d'amortissement seront réintégrés dans ton calcul fiscal. Résultat, tu seras imposé sur une plus-value fictive de 30 000 €. Pour le taux global d'imposition, ça va dépendre de là où tu résides. Si tu es résident dans le monde, évidemment hors de France, ou si tu es résident en Europe, hors de la France, et bien à ce moment-là, le calcul diffère, c'est soit 36,2, soit 26,5%. Et ce calcul se fait tout simplement en additionnant le calcul, l'imposition sur la plus-value et les prélèvements sociaux qui diffèrent selon ton pays de résidence et notamment le continent de résidence. Si on part du principe que tu payes une imposition de 36,2%, tout simplement parce que tu peux habiter ailleurs qu'en Europe, cela représente donc 10 860 € d'impôts à payer sur une opération où tu n'as réalisé aucune plus-value réelle. Alors pourquoi c'est particulièrement problématique? Le problème, vous l'avez bien compris, ce n'est pas juste une hausse d'impôts, c'est le fait de changer les règles du jeu en cours de partie, de taxer rétroactivement des avantages fiscaux déjà obtenus. Tous les investisseurs qui font leur calcul de rentabilité en intégrant les avantages de la LMNP voient leur
équation économique complètement bouleversée. Et c'est encore plus critique pour les expatriés qui ont souvent choisi le LMNP pour simplifier la gestion et les avantages fiscaux qui sont évidents. Alors, partie 3 désormais, les solutions si tu es concerné. Maintenant qu'on a bien compris le problème, voyons les solutions possibles si tu es déjà propriétaire d'un bien en LMNP ou si tu souhaites le devenir. La solution numéro 1, c'est la patience. Garder le bien jusqu'à l'exonération. Si tu peux te le permettre, garde ton bien suffisamment longtemps pour bénéficier des exonérations pour durée de détention. En fait, à partir de 22 ans de détention, il y a une exonération totale de l'impôt sur le revenu et sur la plus-value en fait. Et à partir de 30 ans de détention, il y a une exonération totale des prélèvements sociaux, ce qui ferait concrètement que tu ne paierais aucun impôt. C'est donc la solution la plus simple, sans frais ni complexité administrative, et ça te permet de continuer à percevoir des revenus locatifs. Sans compter sur le fait qu'il y aura une augmentation de la valeur du bien dans le temps, surtout en autant d'années, ça c'est une évidence. L'inconvénient de cette solution, c'est un horizon très loin et très long pour ceux qui ont récemment investi. Il y a un risque aussi d'immobilisation excessive de capital, pas adapté si tu as besoin de liquidité ou de réarbitrage. La solution numéro 2, la transformation, c'est-à-dire changer le statut du bien. C'est une option à considérer, tout simplement de transformer le statut de ton bien. Ça peut être en effet intéressant. Un exemple, c'est pourrait être une requalification en résidence principale si tu prévois un jour de rentrer en France. À ton retour de France, tu pourrais très bien faire ce changement et en effet le faire passer en résidence principale. Et c'est d'ailleurs une exonération fiscale, la résidence principale, qui n'a absolument pas été impactée par la loi de finances 2025. Alors, point quand même d'importance par rapport à ces stratégies, l'administration fiscale peut contester une requalification artificielle. La transformation peut impliquer des démarches administratives complexe et donc il y a une possibilité d'impact sur tes revenus actuels si tu fais pas les choses correctement, tout simplement. La solution numéro 3, c'est la restructuration, c'est-à-dire passer par une société. Si tu as une vision long terme de ton patrimoine immobilier, tu peux envisager de restructurer cette acquisition que tu as faite précédemment via une SCI, par exemple à l'IS. Donc c'est quoi? C'est une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. C'est une fiscalité prévisible et stable avec une possibilité aussi de déduire les intérêts d'emprunt et en fait toutes les charges sont déductibles en SCI-LIS. C'est ça qui est assez magique avec ce véhicule. La problématique avec la SCI-LIS, c'est aussi la revente néanmoins. Donc finalement, par rapport au point de la revente, il n'y a pas vraiment d'impact. C'est juste que dans le temps, l'imposition des SCI-LIS n'est jamais changée ou très rarement, contrairement en fait à l'imposition des personnes physiques. Ensuite, il y a une autre solution fiscale, c'est le LMP, le loueur meublé professionnel. C'est un statut qui reste très avantageux malgré les réformes. Donc ça, c'est très intéressant. On a une exonération de l'IFI quand on est sous ce régime-là. Les déficits sont imputables sur le revenu global. Alors nous, en tant qu'expatriés, ça ne va pas nous appliquer, mais ça peut être quand même intéressant si jamais tu devais revenir en France. Une autre solution, si tu souhaites en effet garder le bien immobilier mais changer le régime fiscal, tu pourrais très bien envisager une vente à toi-même. Donc comme je l'ai dit, via une SCI, sauf que là, ce serait une revente à toi-même. C'est ce qu'on appelle un OBO. Et donc ça, c'est un peu différent encore. Mais attention, parce que les frais de transaction sont significatifs quand tu fais ça, évidemment. Tu dois payer les frais de notaire, donc les droits de mutation. Et puis, la faisabilité bancaire pour le financement, c'est pas si évident que ça. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Attention également au potentiel plus-value imposable lors de cette vente, puisqu'en fait, tu serais imposé si tu le vendais à toi-même. Il faut bien faire les petits calculs si c'est intéressant. Une autre solution, c'est la solution numéro 4. Et celle-ci, elle est très intéressante. C'est très méconnu, en fait, et personne ne le fait et personne ne le connaît ce point-là. Il faut savoir qu'en LMNP, on n'est pas obligé d'appliquer l'amortissement du bien immobilier. On peut le décaler de temps et c'est une option, même quand on choisit le statut LMNP. Et donc, en fait, on pourrait bénéficier de tous les avantages du LMNP, sauf l'amortissement du bien immobilier. Et pour autant, du coup, ne pas être impacté à la revente par la réintégration des amortissements. Solution numéro 5. Il existe une stratégie très secrète, très méconnue, une fois de plus que personne ne parle, et cette stratégie est valable que lorsqu'on est non-résident. En fait, on peut être totalement exonéré d'imposition à la revente avec cette stratégie-là. Si vous souhaitez connaître cette stratégie, cliquez sur le lien et vous pouvez organiser un appel avec mon équipe et on verra si on peut vous la donner en fonction de votre situation, si elle est adaptée. Mais elle marche extrêmement bien, puisqu'en fait, l'exonération de toute plus-value quand on est non-résident n'est pas possible, sauf dans ce cas de figure. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Partie numéro 4, un point vraiment spécial expatrié pour adapter ta stratégie. Donc, si tu habites à l'étranger tout comme moi, ce changement fiscal peut te piéger encore plus rapidement. Et donc, voici pourquoi les expatriés sont particulièrement vulnérables. Tu investis souvent à distance, en LMNP potentiellement, avec des gestionnaires pour simplifier tout simplement ta gestion, et donc tu n'as pas toujours accès aux meilleurs conseils fiscaux spécialisés pour non-résidents. Ta stratégie, elle peut être plus flexible avec des reventes possibles en cas de changement de pays, et donc la complexité administrative est déjà plus grande pour toi qu'en tant que tout simplement résident. Alors voici les nouvelles stratégies à adopter. Premier point, privilégier les structures plus résilientes qui
fonctionne dans le temps. J'ai parlé de la SCI à l'IS, ça peut être en effet très intéressant pour des investissements notamment significatifs. Maintenant, point d'attention une fois de plus, en fait, dans certains pays, la SCI à l'IS est une très mauvaise option parce qu'il y aura aussi une double imposition. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on choisit son régime fiscal, son véhicule fiscal pour investir. Et donc, je te conseille vraiment de faire attention à ce point-là. Autre chose, opter pour de la location nue. Alors, si tu n'as pas vraiment besoin d'optimisation fiscale immédiate, ça peut être une solution. C'est pas une solution que je recommande en général puisque la fiscalité est moins intéressante. Néanmoins, dans certains cas, il faudra explorer et peut-être qu'en effet, dans ta situation, ça peut être intéressant. L'autre chose, pourquoi pas explorer en fait des structures de holding, qu'elles soient nationales ou internationales sur ton patrimoine, ça peut le justifier. La problématique par rapport à ça, ça peut être le financement. À titre personnel, j'ai réussi à me faire financer, même avec une holding et des sociétés filles en dessous, donc par exemple des SCI LIS, ça a marché, mais c'est vrai que ce n'est pas adapté pour tout le monde. Ce n'est pas non plus adapté pour des amateurs et non plus pour des personnes qui n'ont pas une vision à très long terme avec un condensé d'activités pour vraiment booster la holding, booster les acquisitions. Autre point, repenser l'horizon temporel. C'est-à-dire investir avec une vision minimum de 10 à 15 ans et comme ça, en effet, tu n'auras pas ces problématiques. Tu peux prévoir également des clauses de sortie dans tes montages juridiques, ça c'est intéressant. Tu peux également diversifier les dates d'acquisition pour échelonner les possibilités de sortie et en fait d'imposition cumulée. Tout simplement, si tu revends tout en même temps, forcément, tu serais potentiellement plus imposé que si tu revendais un peu plus tard dans le temps. Ça va dépendre de plusieurs critères, il faudrait vraiment étudier ça. Troisième point, c'est travailler différemment. Ça veut dire quoi? Travailler avec des spécialistes tout simplement des non-résidents de l'investissement quand on est non-résident. Ça, c'est hyper important. Tu pourrais par exemple faire auditer ton portefeuille existant pour identifier les risques, pour mettre en place aussi une veille fiscale personnalisée et puis tout simplement voir quelles sont les possibilités. Explorer en fait des alternatives d'investissement. L'immobilier d'entreprise, c'est moins impacté par les changements. Donc, on peut parler par exemple de locaux commerciaux, d'entrepôts, de bureaux. Ces stratégies sont rarement attaquées par la fiscalité française, voire même jamais tout simplement. Et en plus, il y a peu de monde qui s'y intéresse et donc il y a certainement des opportunités là-dedans. Autre chose pour diversifier également, et c'est une alternative, tu peux aussi penser à faire quelques acquisitions à l'étranger. Ça va dépendre de ton pays de résidence. Ce qui est crucial, c'est de ne plus foncer tête baissée en tout cas vers le LMNP classique en 2025. Ça peut être une très bonne stratégie néanmoins. Il ne faut pas voir les choses de manière tout blanc ou tout noir. Ces stratégies, avant, c'était un réflexe que beaucoup de personnes et beaucoup d'expats avaient. Désormais, en fait, elle doit être sérieusement considérée et analysée, puisque sinon, il y a des risques d'erreur. Et c'est pour ça qu'il faut notamment bien analyser les choses d'un point de vue fiscal quand on est non-résident. En fait, la loi de finances 2025, elle vient clairement remettre en cause ce socle fiscal qui était le LMNP. Quelque part, ce n'est pas en réalité si grave que cela, puisque si vous avez bien compris lors de cette vidéo, on réintègre les amortissements, mais d'un point de vue comptable, c'est toujours ce qui s'est pratiqué dans le monde entier, au niveau des entreprises, au niveau de l'immobilier, qu'aux États-Unis d'ailleurs il y a un amortissement, il est toujours réintégré fiscalement, donc c'est normal. La réforme qui a eu lieu, oui, elle est quand même un peu dommageable parce que ça rend un peu l'investissement peut-être moins attrayant parce que c'était quand même un paradis fiscal, cette stratégie fiscale du LMNP. Néanmoins, la réalité, c'est qu'en fait, c'est un bon équilibre des choses de revenir avec une telle réforme, donc il faut peut-être aussi l'accepter et accepter la normalité. Malgré tout, et je peux le comprendre, pour certains, ça va paraître comme un coup dur, surtout pour ceux qui ont investi sans vision long terme ou sans conseil spécialisé. Mais il faut savoir que chaque changement réglementaire apporte aussi des opportunités. Tout simplement parce que ça a apporté une professionnalisation du secteur immobilier, et donc ça peut être bénéfique si vous voulez vraiment devenir investisseur immobilier ou si vous l'êtes déjà, à vous de jouer cette carte-là. Ça peut être aussi une prime aux stratégies bien structurées et réfléchies, tout simplement parce que des nouvelles niches pour ceux qui savent s'adapter sont ouvertes. Donc si tu es expatrié ou non-résident, ce sujet d'impact directement et mérite une analyse personnalisée de ta situation. Le message à retenir, c'est le suivant. L'immobilier, c'est excellent, surtout en France, pour plein de raisons. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que les routes pour y accéder changent. Les opportunités d'hier ne sont plus les opportunités d'aujourd'hui. Ceux qui s'adaptent, qui anticipent, qui se préparent seront toujours les grands gagnants. Alors si par rapport à tous ces sujets-là, tu te sens concerné directement et que tu veux faire le point sur ta situation personnelle, j'ai mis le lien tout simplement pour obtenir un audit fiscal spécial expatrié dans la description. À toi de jouer si tu souhaites avoir plus de conseils et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine.